Nouvelle émission de Belle Dame avec une nouvelle invitée. Elle, vous allez la découvrir tout à l'heure, avec un parcours pour peu, je dirais, en tout cas élogieux. Vous allez la découvrir, elle va certainement vous apprendre quelque chose et vous allez prendre votre train qui peut-être ralentissait déjà. Elle, c'est Karine Congo, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jolie. Karine Congo a un long parcours. Karine Congo a un CV bien lourd, il faut l'admettre. Mais je vais citer deux petits trucs de votre CV. Vous êtes expérimenté dans le développement d'enjeux stratégiques et la création du partenariat produit avec des équipes, et ainsi de suite, tant local qu'international. Mais vous êtes aussi doté d'un bon esprit d'analyse, c'est ce que j'ai retenu, et puis d'une forte combativité et d'une grande capacité d'adaptation à apporter, je veux dire, des solutions innovantes pour aligner les objectifs, entre guillemets, des entreprises. Je ne dirais pas de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une, demain, vous pouvez vous retrouver dans une autre. Mais vous-même, Karine Congo, puisque le micro vous est tendu, si on vous demandait de nous dire en quelques lignes ce que vous êtes, vous direz quoi? Je suis avant tout, alors je me définis avant tout comme un enfant de Dieu. Pour moi, c'est très important. C'est ce qui fait la base de ce que je suis. Okay. Et de la manière dont je mène toutes mes actions ou initiatives. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Au-delà de ça, je suis mère, épouse, entrepreneur, conférencière, co-auteur de livres. J'essaye d'amener les nouvelles générations de femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes et à obtenir le meilleur de la vie. Alors, c'est votre première réponse qui me... Vous dites Dieu d'abord. Pourquoi Dieu d'abord alors que vous êtes assez intelligente et que vous pouvez faire un parcours sans trop faire allusion à lui? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais une vie, j'ai commencé à m'engager dans le Seigneur, j'avais 25 ans, 26 ans, c'était il y a quelques années. Avant ma vie, même si en apparence, elle était stable, vraiment, j'étais la fille parfaite, la jeune professionnelle parfaite, l'étudiante parfaite, etc. Mais à l'intérieur de moi, c'était pas la même chose en fait. Je vivais beaucoup de doutes, d'incertitudes. J'ai même eu des pulsions de suicide, des choses comme ça. Donc c'était vraiment un tourment, je me sentais mal à l'aise dans ce monde. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Mais en apparence, tout allait bien. Tout était nickel, j'avais fait de bonnes études. Voilà, j'étais, comme je disais, la fille parfaite. Et le fait d'avoir rencontré le Seigneur et que le Seigneur, à l'intérieur de moi, soit parvenu à mettre le calme, à mettre l'assurance, à mettre l'espérance, à mettre la conviction que je n'étais pas là pour rien, que je pouvais communiquer quelque chose, c'est une expérience qui m'a définie en fait. La nouvelle Karine, elle est née il y a 26 ans, quand j'avais 25 ans et que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Donc c'est vraiment là que je suis née. En tout cas, c'est assez particulier, assez touchant. C'est vrai, le Seigneur fait des grandes choses. Mais vous dites que vous êtes à la fois mère, épouse, et vous avez toutes ces cassettes. Comment vous arrivez donc à concilier toutes ces cassettes sans frustrer l'une des parties? Le Seigneur m'a fait grâce, en fait, d'avoir, je suis obligée de parler de lui, un époux formidable, un partenaire de vie formidable, en fait, qui est un homme de Dieu, cadre supérieur dans une entreprise, que j'ai rencontré en France. On s'est mariés, on est venu ici. Et son degré de compréhension des enjeux des choses est incroyable.
Et il m'a toujours accompagnée, toujours soutenue, toujours poussée de l'avant. Même si c'était, voilà. Il y a certains moments, par exemple, quand j'ai fait mon master spécialisé à HEC, ben, je partais pendant une semaine, une fois par mois, quoi. Ok. Sur le campus d'HEC. Et ma fille était bébé, celle qui a 15 ans, qui est là sur le plateau avec nous. Elle était bébé, elle devait avoir 2 ans, quelque chose comme ça. Et bon, voilà, il m'a accompagnée dans ça. Et il l'a fait pour chaque... Ça a rendu les choses faciles pour Voilà, ça rend jusqu'aujourd'hui les choses faciles pour moi d'avoir un mari compréhensible et qui s'adapte. C'est une grâce. Voilà. Et que Dieu le bénisse. Amen. Alors, on va amorcer donc cette phase professionnelle. Comment vous vous retrouvez dans les études commerciales? C'était un goût depuis toujours? C'était une orientation des parents? Ou voilà, on tente d'être à gauche et puis on se retrouve à droite? Alors, j'avais la conviction depuis que j'étais enfant, je savais exactement ce que je voulais faire, je voulais être médecin. Parce que ma grand-mère était décédée quand j'étais toute petite, j'avais 9 ans. Et elle était jeune. Et ça m'avait vraiment scandalisée. Et je m'étais dit, non, je dois faire en sorte que les femmes comme ma grand-mère ne meurent pas aussitôt. Donc, j'ai évolué comme ça jusqu'à la fin des études secondaires, où je me suis rendu compte que les maths et les sciences, c'était pas trop votre affaire. C'était pas trop mon truc. Donc du coup, grand désespoir, état d'âme, je savais pas quoi faire. Surtout quand on est bon à l'école, quand on a des doutes comme ça et qu'on se rend compte qu'on n'est pas super performant dans une matière, voilà, on doute un peu. Et puis un de mes cousins m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'orienterais pas vers une grande école de commerce? C'est un truc, voilà quoi, c'est élitiste et tout ça, t'es intelligente, tu pourrais faire ça. Je devais avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, pourquoi pas? J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Donc j'ai passé mon bac sciences éco à l'époque, on appelait ça le bac B en France. Je l'ai passé avec mention. Et donc, je me suis inscrite on s'inscrit un peu en l'avance, en fait. C'est pendant la dernière année de secondaire qu'on s'inscrit à l'université. Et donc, je me suis inscrite dans des classes prépa, etc. Et ça a matché. Bon, je me suis dit, allons-y. Hein. Et j'ai continué le cursus comme ça. Et donc, vous arrivez à la fin des études. Vous vous dites, je me lance dans quoi exactement? C'est l'amour de la logistique, le module que j'ai découvert. J'ai découvert un module qui a vraiment bouleversé ma vie. Hein. Je me souviens même plus du nom du prof, mais je sais que la matière qu'il nous a apportée a vraiment donné une autre orientation professionnelle à ma vie. Je savais ce que je voulais faire, de la logistique, de la supply chain. Ça, j'en étais convaincue. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une spécialisation en logistique et transport. Et après ça... À l'époque, ouvert à tous, quand je dis tous, c'est hommes comme femmes? C'était ouvert à tous, mais on devait être 10% de femmes, quelque chose comme ça dedans. On était à 2 femmes, en fait. Parce que c'était pas les grands amours pour les femmes, ou bien? C'est juste que c'était un secteur perçu comme étant un secteur masculin, comme certains secteurs techniques aujourd'hui encore. Et c'était il y a plus de 20 et quelques années. Hein. Donc, je me souviens que dans les premières... Quand, par exemple, j'étais responsable exploitation dans une société de transport national, quand on allait... Quand vous parlez de national, c'est au pays ou à l'étranger? À l'étranger. Ok. Du transport national, c'était en France. Et donc, quand on allait chez le client pour négocier des marchés, etc., obtenir des contrats, ils étaient très paternalistes. Très, des jeunes femmes viennent, parce que j'étais avec la commerciale, donc des jeunes femmes se présentent à eux, limite un peu dragueurs, ou alors très paternalistes, comme s'ils étaient les papas et nous les filles. Donc, on a obtenu pas mal de contrats comme ça, du coup. On en a profité, on s'est dit... Bon, c'était tant mieux, quoi. Voilà, ouais. Mais c'est pour dire la mentalité qu'il y avait il y a 30 ans dans le secteur. C'est plus la même. Voilà. Il y a eu un développement du côté femme?
Oui, bien sûr. Beaucoup de femmes se sont engagées dans le secteur. Exactement. La technologie a aidé. Le fait que les femmes poursuivent leurs études plus longtemps a aidé. L'évolution aussi des processus a fait que il ne nécessitait plus une force physique uniquement, mais qu'on était vraiment dans l'optimisation, la rationalisation des processus, de la manière de travailler, etc. Et ça a facilité les choses aux femmes. En Europe, je l'ai vu. Depuis une douzaine d'années, je suis ici en RDC. Je l'ai constaté dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où les femmes ont vraiment énormément évolué dans ces fonctions. Mais j'en parlais la semaine dernière avec la fondatrice de la plateforme Women in Logistics Africa. Et on était en train d'échanger sur le fait qu'il y avait une différence entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, où les fonctions, je dirais, managériales dans le secteur sont surtout occupées par les hommes. Mais avant même de parler de la fonction managériale, est-ce que même dans le système, ici en Afrique centrale, particulièrement en République démocratique du Congo, l'on constate, l'on voit qu'il y a des femmes qui adhèrent justement dans cette logistique? Parce que c'est déjà ça avant qu'on voie le côté managérial. Alors, les femmes n'adhèrent pas vraiment. Pourquoi elles n'adhèrent pas? Parce qu'elles ne connaissent pas. Et ça, je dirais qu'on travaille dessus avec la plateforme, puisque on a mis en place plusieurs programmes qui permettent aux jeunes femmes justement de découvrir ce secteur. On a les caravanes pour les métiers de la logistique qui nous amènent dans les entreprises et qui permettent de découvrir la chaîne d'approvisionnement. Mais est-ce que vous le faites de manière régulière? Parce que c'est vrai qu'en tant que journaliste, moi personnellement, je n'entends pas beaucoup ça. Et si moi déjà en tant que journaliste, je n'entends pas beaucoup parler, je me doute quand même que ceux qui sont peut-être pas trop accros aux médias, c'est vrai qu'il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, le soient. C'est vrai que notre impact n'est pas encore grand. Women in Logistics Africa existe depuis en RDC Ouest, parce que au niveau de la région sud, ça a commencé avant. Mais ici, à Kinshasa, on a démarré mi-2023. Et depuis mi-2023, on a quand même eu un impact très important pour nous, puisque en fonctionnant avec des moyens propres, on a quand même réussi à toucher à peu près 3400 personnes au travers de nos programmes. On va en évoluant. On espère qu'avec le soutien des bailleurs, on va pouvoir avoir un impact. Mais c'est quoi votre grand. cible? La tranche d'âge, je veux dire, de votre cible. La première cible, ce sont les femmes, c'est vrai. Mais la tranche d'âge, est-ce que vous avez... La tranche d'âge, on commence avec on appelle ça les lycéennes, les secondaires, voilà. Les lycéennes. Oui, je comprends que vous êtes encore en train... Dans le système de l'autre côté, donc du coup... oui, donc on commence avec les élèves des 3 dernières années du secondaire et on va jusqu'au cadre. On a des programmes pour les dirigeantes et les cadres, les managers dans les entreprises, et on a des programmes pour les lycéennes et qui adhèrent, qui comprennent exactement c'est quoi. Oui, parce que les programmes qu'on a déjà mis en place et pour lesquels on a déjà eu des éditions, c'est comme je le disais, les caravanes pour les métiers de l'entreprise, où les étudiants vont dans les entreprises, on les emmène dans les entreprises pour qu'ils découvrent ce qu'est la chaîne d'appro et quels sont les métiers de la logistique dans cette entreprise-là. On l'a fait avec les phares d'essai, parce que bien sûr la logistique a commencé avec l'armée, mais on l'a fait aussi avec des sociétés comme Bralima ou Airtel. Donc c'est un des programmes. On a un programme de mentorat qui propose un stage, activité de renforcement de compétences. Mentorat pour les lycéennes comme celles qui sont déjà dans la vie professionnelle? Là, c'est pour les étudiantes en fin de cycle. D'accord. Voilà, par exemple. Et puis, elles ont donc les activités de renforcement de compétences, l'accompagnement par un mentor
et un stage en entreprise. Là, on va démarrer la 2e édition. Mais celle qui est déjà dans la vie active, dans une vie professionnelle quelconque et qui voudrait être secourue, être, je dirais, sous un parapluie, donc sous un mentorat, est-ce que vous lui refuserez Non, pas du tout. Il existe un programme de mentorat au sein de Women in Logistics Africa. On est présente dans 20 pays. Ok. Voilà. On a des programmes en commun et des programmes spécifiques aussi à chaque pays. Dans les programmes en commun, il y a le programme de mentorat pour les étudiants et il y a un programme de mentorat pour les professionnels. C'est juste qu'en RDC, on a décidé de mettre pour le moment notre attention sur les étudiantes qui entrent dans la vie professionnelle. Mais dès que les équipes seront plus étoffées au sein de WILA, on va démarrer également le programme pour les professionnels. En attendant, on leur propose des formations. Alors, en jetant un coup d'œil sur votre CV, je vois achat. Je dis, je me pose la question, mais achat c'est quoi encore? J'ai réfléchi pendant très longtemps. J'ai pas eu de réponse. En fait, de réponse explicite. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, bien sûr. Pour dire les choses de manière très simple, c'est vraiment mieux. La fonction achat, c'est de s'assurer que l'entreprise dispose de ce dont elle a besoin pour assurer son activité principale. Ça peut être des stylos, si c'est voilà, il est nécessaire d'écrire. Ça peut être une matière première qui va être transformée. Ça peut être une prestation intellectuelle d'un cabinet conseil ou etc. Un cabinet RH ou quoi. Oui, un cabinet RH par exemple qui devra prester pour l'entreprise. Donc voilà, tout ce dont l'entreprise a besoin afin de pouvoir assurer son activité principale, c'est ça qu'on appelle les achats. C'est le fait d'acquérir ces choses-là. Et on essaye de les acquérir au meilleur coût, dans les meilleurs délais, et en respectant certaines procédures qui garantissent la transparence, qui garantissent l'équité, qui garantissent la durabilité vous des achats. travaillez ipso facto avec d'autres entreprises. Oui, forcément. On a nos clients en interne. Nos clients, ce sont les salariés de l'entreprise. On est une fonction support, en fait, les achats. La logistique support. Aussi, etc. C'est une fonction support dans les entreprises. C'est comme les RH ou l'informatique, le IT. Ce sont des fonctions qui viennent pour aider l'entreprise à accomplir sa mission. Donc, en interne, nos clients, entre guillemets, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Et en externe, nos interlocuteurs, eh bien, ce sont toutes ces entreprises avec lesquelles on négocie, on fait des appels d'offres, etc. Vous étiez aussi dans les services généraux. Oui. Mais les services généraux, c'est toujours dans le même esprit. C'est-à-dire, ça reste dans la supply chain, en fait, parce que c'est toujours le même esprit, c'est d'apporter, en fait, de gérer tous les services qui sont nécessaires pour que les collaborateurs de l'entreprise aient un cadre favorable pour exercer leur activité. Ils ont besoin d'être dans un immeuble, avoir un bureau, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin que quelqu'un passe nettoyer le bureau, etc. Donc les moyens généraux sont là pour ça, pour s'assurer que l'immeuble ne s'écroule pas sur le collaborateur, que voilà, les lieux sont propres et que ça ne va pas rebuter les clients. C'est le travail des moyens généraux. Donc, on reste dans le même esprit. Vous êtes également manager. Oui. Il y en a de plus en plus. Dans notre secteur? Oui, dans votre secteur. Oui, il y en a de plus en plus. Pas encore assez. Mais alors, aujourd'hui, ma question est de savoir comment vous faites. Là, vous nous avez un peu brossé votre façon de travailler. Donc là, vous êtes en équipe. Mais vous, en tant que Karine Congo, qu'est-ce que vous donnez à cette jeune fille? Parce qu'un jour partir en retraite, comme rentrer auprès du père, sans avoir laissé des traces, oui, vous aurez laissé des traces parce que votre CV existera, mais moi je parle de laisser des traces en transmettant la matière.
Je parle particulièrement de la jeune fille parce que nous sommes une émission qui promouvoit justement la femme et la jeune fille et la femme de demain. Qu'est-ce que vous faites exactement pour elle? Personnellement. Oui. Vous, en tant que Karine Congo, mais aussi avec votre profession qui est un petit peu moins connue dans le secteur féminin. Alors, je dirais qu'au travers de ma profession, c'est une fonction de rôle modèle. C'est-à-dire que au travers de ce que je fais, je permets à ces jeunes filles de voir que, ah tiens, il est possible que des jeunes femmes travaillent dans ce secteur-là et évoluent et puissent arriver à des postes de responsabilité. Donc, et qu'elle peut être passionnée par ce secteur-là qui apparemment est un secteur d'hommes. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, personnellement, je dirais que c'est plus des valeurs que j'apporte. J'ai pas la prétention de... Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'enseignement, qui transmettent de la connaissance et qui le font très bien. Moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Je pourrais le faire, mais je suis pas du tout à ce niveau-là. Je suis vraiment, je dirais, au niveau de la transmission des valeurs, l'intégrité, le travail bien fait, l'excellence, le service, parce qu'on rentre pas dans une fonction... L'intégrité, un terme qui disparaît de nos jours. Oui. Ça disparaît. Comment vous faites pour justement transmettre cette intégrité? Je le fais au travers de... Votre propre intégrité? Oui, en quelque sorte, en fait, parce que dans les personnes qui me côtoient chaque jour, elles comprennent, en fait, et elles réalisent souvent, parce que les gens ont une vision de moi qui peut être faussée. Donc, lorsqu'ils me côtoient chaque jour, au final, ils finissent par se rendre compte que non, c'est pas du fake. La dernière fois, j'ai discuté avec ma sœur, juste pour vous donner un exemple. J'ai discuté avec ma sœur et on parlait d'un article que j'ai écrit sur la corruption, les rétrocommissions, etc. Comment faire quand on est un entrepreneur, une PME, pour éviter, contrer ce type de pratiques. Ah. Et donc, maintenant, vous allez ouvrir une autre parenthèse. Oh là là. D'accord, on y va. Et donc, je lui parlais de cet article que j'avais écrit. Elle disait, oh, mais Karine, toi encore, etc. Les gens vont penser, tu mets les gens mal à l'aise, etc. Et que tu vis sur on discutait. Et je lui disais, non, mais il y a des entrepreneurs qui sont désespérés, en fait. Parce qu'ils mettent de l'argent, ils investissent, ils se sacrifient, etc. pour que leur entreprise fonctionne. Et derrière ça, il y a des gens qui viennent avoir ce genre de pratique, donc c'est pas bon. Et c'était nécessaire de leur donner les clés et tout. Et après, elle me dit, mais toi maintenant, allez, avoue, au bout de 12 ans, tu t'es mise au rythme du pays quand même. Tu as perçu les rétrocommissions. Et je lui ai dit, j'ai réfléchi, parce que je voulais lui donner une réponse exacte, donc j'ai réfléchi. Et je suis remontée 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 12 ans. Et je lui ai dit, en fait, non. Je me rends compte que j'ai jamais rien pris, quoi. Jamais. Mais alors, mais donc, c'est vraiment dans ce truc de rôle modèle que on peut transmettre. Quand les gens se rendent compte que, on parlait d'intégrité, quand les gens se rendent compte que tel vous paraissez, tel vous êtes. Et je pense que ça impacte plus quelqu'un que les paroles en l'air. Que des paroles. Bon, pas forcément en l'air, mais que des paroles en l'air. Mais dites-nous, puisque vous êtes aussi co-auteur, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, que vous avez écrit, je dirais, contre la rétrocommission. En quoi c'est mal une rétrocommission? En quoi l'empêche? Oui, en quoi l'empêche quand on pratique ce genre d'action? C'est une rétrocommission. Imaginez, vous travaillez dans une structure. Par exemple, vous avez votre écosystème autour de vous, des gens qui sont vos collaborateurs, etc., qui travaillent avec vous. Vous avez investi dans cette initiative Belle Dame.
Vous mettez de votre argent, de votre temps, de votre sueur, de vos sacrifices, etc. Et puis, vous embauchez une personne qui est chargée des achats. Et cette personne a pas une intégrité, voilà. Elle prend des rétrocoms, un peu de surfacturation, etc. Il y en a qui peuvent penser que c'est louable. Moi, je dirais que les rétrocommissions, une commission, c'est différent d'une rétrocommission. Voilà. Une commission, c'est que voilà, vous vous êtes entendu avec un partenaire sur le fait que vous apportez quelque chose dans une activité, un business, un marché, etc. Et qu'on vous rétribue pour ce que vous apportez. Donc, je suis apporteur d'affaires, je vous amène des clients et vous me rétribuez, vous me payez une commission. Et là, j'emmène à l'entreprise ou je mets dans ma poche? Ça dépend. Si je l'ai fait en tant que moi-même, oui, là, j'amène nulle part. Je prends. C'est pas une rétrocommission, c'est une rémunération, en fait, sous forme de commission. Il peut même y avoir un contrat. Si maintenant, je travaille pour Madame Joly et que je vais vers cette entreprise et que j'achète, plutôt que ce qui se passe, reprenons l'exemple dans lequel on était. D'accord. Vous avez un acheteur que vous avez embauché, donc, et qui va faire des achats pour le compte de Belle Dame ou enfin de la société Madame Joly. Donc, il achète des choses, sauf qu'il perçoit des rétrocommissions, c'est-à-dire que le fournisseur ou le prestataire lui reverse une partie de l'argent que la société paye. Donc là, on n'est plus dans le cadre de je viens, on négocie, etc. On est dans le cadre où d'une société, d'une entreprise, l'argent va sortir de la société Madame Joly pour payer une prestation ou un produit. Mais moi, acheteur, je retire quelque chose, un intérêt qu'on appelle une rétrocommission sur cet achat-là. Pour moi, c'est simple, c'est du vol. Je vole Madame Joly, je vole l'entreprise Madame Joly. C'est pas agréable à entendre. Je me pose la question de savoir si tout ce monde autour de nous... Mais bon, c'est dur à entendre, c'est vrai, mais je crois que c'est la réalité. Je pense qu'il faut qu'on appelle un chat. Après, voilà, il y a des pratiques qui sont généralisées. Malheureusement, voilà. Ça devient un système. Ouais, et c'est difficile à briser. Alors, vous avez parlé de l'intégrité. De quoi encore? Les valeurs que vous tenez à transmettre? L'excellence. L'excellence. Très important pour moi. Je le transmets à mes filles. J'ai 2 filles. Je le transmets aux jeunes filles, aux nombreuses jeunes filles avec lesquelles je travaille. Pour moi, c'est important que lorsque l'on fait quelque chose, on le fasse comme il faut. Pas à la volée. Voilà. Pas avec négligence, pas de manière superficielle, pas en se disant que bon, c'est pas pour moi, c'est pour elle, je le fais vite fait, elle va se contenter de ce que je vais faire. Non, non, non. Quand on fait quelque chose, on le fait comme le faisant pour le Seigneur. On revient à ma base. Oui, qu'on ne peut pas zapper. Voilà, donc on le fait bien, très bien. Ou alors on ne prend pas l'engagement de le faire et on ne le fait pas. Ça me rappelle une parole qui dit qu'on ne travaille pas pour le Seigneur avec négligence. Exact. Mais donc finalement, on fera tout selon le Seigneur, et je crois que quand on fait tout selon le Seigneur, finalement on parvient, je dis, à de bons résultats. Vous êtes co-auteur, on reste dessus. De combien de livres? Alors, un seul, officiellement en tout cas. C'est vrai que je fais beaucoup de relectures, de corrections pour des hommes de Dieu, pour leurs livres, à titre gracieux, bien sûr, parce que pour moi, c'est important d'assurer que le message parvienne, enfin le message, la bonne nouvelle, puisse parvenir à un maximum de personnes. Donc, je fais ça. Mais un ouvrage, c'est le livre blanc de la mobilité urbaine en RDC, que j'ai écrit suite à
aux assises de la logistique que nous avons réalisées avec Women in Logistics Africa, ici à Kinshasa en janvier. Et c'était la première édition. Et donc, j'ai fait le livre blanc sur ce sujet-là. Donc, on va devoir vous attendre pour que nous vous lisions encore et encore sur quoi, par exemple? Parce que quand on est co-auteur, on a une certaine vision. Oui. Et on a forcément, comment je dirais, une base ou un champ, je dirais carrément, un champ sur lequel on voudrait faire lire ou apprendre. En fait, on voudrait se faire lire. Je ne sais pas si j'explicite bien ma question. Oui, oui, c'est le champ qui serait le mien, c'est vraiment celui, on reste sur la logistique, ma passion, la logistique et les achats. Donc merci à ce cousin ou cet oncle-là qui oui, vous a vraiment, qui m'a mis sur la voie et à ce prof qui m'a fait découvrir la logistique. Voilà. Oui, ce serait là-dessus, c'est-à-dire de vulgariser les bonnes pratiques de logistique et d'achat, parce que ça concerne tout le monde en fait. À un moment ou à un autre de nos vies, on fait de la logistique, oui, on fait des achats. Que ce soit en tant que maman dans un foyer, que ce soit en tant que jeune qui démarre dans la vie et qui est seul dans son appartement, que ce soit en tant que chef d'entreprise, ou voilà. On est confronté, qu'on le veuille ou pas, à la supply chain, aux achats, à la logistique, etc. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment vulgariser les bonnes pratiques. Et c'est pour ça que dans les formations que fait Women in Logistics Africa, je veille, en tant que vice-présidente, à ce qu'on ait, on ait un produit pour tout type de femmes. Okay. Que ce soit des lycéennes, des étudiantes, des entrepreneurs, des femmes professionnelles non cadres, des managers, des dirigeantes. L'objectif, c'est vraiment de les équiper avec les bonnes pratiques, les bonnes habitudes en matière d'achat et de supply chain. Il y a peut-être une jeune fille qui nous suit, peut-être pas forcément une jeune fille, une dame qui nous suit et qui se dit « Je voudrais bien me lancer, mais par où je devrais commencer ?» Vous lui dites quoi? La première chose, ce serait de faire un bilan quand même de là où on en est. Quelles sont mes compétences aujourd'hui? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et qu'est-ce que je voudrais faire? Vers quoi je voudrais me projeter? Et je pense que en réfléchissant à ces trois sphères-là, elles arriveront à une zone commune entre ces trois, ce que je sais faire, ce que je veux faire. On arrive à une zone commune où elles vont découvrir en fait ce qu'elles sont capables de faire aujourd'hui. Maintenant, en se projetant, à partir de là, en se projetant, elles peuvent déterminer les compétences qu'elles vont devoir acquérir. Ce que je dis souvent aux jeunes filles avec lesquelles je travaille, c'est qu'elles doivent déjà, visualiser le poste qu'elles veulent faire dans 5 ans. Une fois que tu visualises le poste que tu veux faire dans 5 ans, regarde les profils des personnes qui sont à ce poste-là. Quelles études elles ont faites? Mais je peux vous décevoir. Quelles certifications? En vous interrompant, je peux vous décevoir. Je discutais avec une jeune fille, il y a, je crois que c'était en début de cette année, qui me disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire. J'ai dit, pardon? Bon, ok. Qui est-ce que tu veux devenir demain? Il faut commencer par lui demander ce qu'elle aime. Ah, c'était peut-être ça le début. Voilà. J'ai eu la question avec ma fille, elle a 15 ans aujourd'hui, et quand elle parlait de ce qu'elle veut faire plus tard, elle hésitait en fait. Et on est parti vraiment de qu'est-ce qu'elle aime faire. Elle aime le foot. Je ne vais pas révéler ses secrets. Oui, il ne faut pas du tout, surtout pas voilà, donc elle aime ceci, elle aime cela, etc. Parce que tu vas te retrouver dans une carrière où tu vas devoir tous les jours te lever pour aller faire des 8 heures, 10 heures de la journée à faire quelque chose
Alors, si tu es dans quelque chose que tu n'aimes pas, ça va amener de la frustration, des maladies. Et puis tu ne donneras jamais le meilleur de toi. Voilà. Donc, la question de base, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Et quand on dit qu'est-ce que tu aimes faire, c'est pas j'aime les habits, le chocolat, etc. Non, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? C'est-à-dire quelle est la chose que tu fais spontanément, pour laquelle, même si il y a des aspects difficiles, tu le fais quand même parce que tellement tu as la passion de cette chose-là, tu passes sur les aspects contraignants, difficiles, ennuyeux, etc. C'est comme ça qu'elle peut commencer sa réflexion. Et après, voilà, on passe à qu'est-ce que tu sais faire. Et si jamais qu'est-ce que tu veux faire. Et si jamais on vous disait, ou la jeune fille, la jeune dame, vous répondez, je sais pas trop ce que j'aime, ou elle peut vous répondre sur quatre lignes, quoi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais je sais pas lequel j'aime profondément. Vous l'orientez comment? Moi, je dirais, tu es jeune, teste. Tu as le temps. Carrément. Teste. Essaye ça, tu vois ce que ça donne. Si c'est bon, tant mieux. Oui, et puis si c'est pas bon, tu auras appris que tu n'aimes pas ça. Au moins, ça Donc aura tu peux été passer clair. à la chose suivante. Donc oui, il faut tester, il faut essayer. Il n'y a pas de mal à s'être trompé, il n'y a pas de mal à échouer et à recommencer. Quand on est jeune, on a le temps, quoi. Faut se donner le temps, donc... On a posé quelques questions. Les 26 minutes sont à leur terme. Mais qu'est-ce que on n'a pas épinglé que vous aurez voulu mettre en avant? Qu'est-ce qu'on n'a pas épinglé? On a parlé de tellement de choses en 20 minutes, je me rends compte. Moi, je dirais à ces jeunes, aux jeunes femmes qui regardent l'émission, ne laissez pas les gens décider pour vous. Ni les gens, ni la société, ni la tradition, ni un petit ami. Voilà. Ne laissez pas les autres décider pour vous de ce que vous allez faire de votre vie. Très important. En tout cas, ça c'est un conseil que je veux relayer. Ne laissez pas les autres faire de vous ce qu'eux veulent et non ce que vous voulez. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous allons clôturer notre émission du jour avec Karine Congo que nous avons reçue. En tout cas, personnellement, moi, j'ai retenu beaucoup de choses. J'espère que c'est le cas pour vous. Très prochainement, je vous retrouve avec le même plaisir sur KMC Télévision. Mais avant de vous dire au revoir, je dis au revoir à mon invité. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. Ah, c'est un plaisir partagé. Au revoir et donc à très bientôt avec le même plaisir.